Le parking 118, écrit et compté par Raph Adam. L'époque et la destination que j'avais toujours voulu visiter n'étaient autre que mon époque et le parking avant sa mise en location. Oui, j'aurais pu revenir au temps des grandes découvertes ou même faire un passage au temps des Romains, mais la culpabilité m'en empêchait. Il fallait que j'inverse le cours du temps, du moins que j'essaye de ramener Henri à la vie. J'étais donc là, dans le salon de mon grand-père, à mon époque. Sur la table du salon, le journal de la veille. J'avais été si occupé par mes voyages dans le temps que j'en oubliais le tueur en série qui terrorisait toute la région et qui faisait les gros titres depuis des mois. « Encore un cadavre », titrait la Gazette. J'ai retourné le journal pour m'épargner la vue de la photo, quand bien même elle était floutée. Soudain, on a toqué à la porte. J'ai sursauté et je suis allé ouvrir. « Bonjour, monsieur de Vrero ?» Je suis resté de marbre, puis une joie immense s'est emparée de moi. J'ai pris la jeune femme dans mes bras. Elle m'a repoussé et je me suis immédiatement confondu en excuses. « Pardon, Elisa, c'est juste que... Désolé. » Elle a fait un pas en arrière et m'a jaugé les sourcils froncés. J'étais revenu au commencement de tous mes tourments, mais cette fois-ci, j'allais tout arranger. « Je suis là pour le parking », a dit Elisa. « Nous avions rendez-vous. »« Ah oui, le parking !» J'avais du mal à contenir ma joie. Elle s'est sans doute dit que j'étais fou. A souri, un peu embarrassée, puis a dit « De toute évidence, vous semblez content d'avoir trouvé un locataire. »« Non !» ai-je crié. « Non, le parking n'est pas alloué. »« Je vous demande pardon ?»« J'ai changé d'avis. Le parking n'est plus alloué. » Elisa a semblé indisposée. « Vous auriez pu retirer l'annonce dans ce cas. » J'allais lui dire que c'était pour son bien, qu'ainsi Henri ne mourrait pas des griffes d'une hyène des cavernes et qu'on épargnerait au garçon de Cro-Magnon un voyage dans le temps. Mais elle m'a traité de taré et a descendu les marches en toute hâte. J'ai refermé la porte et je suis allé sur le balcon, tout excité. J'étais à 2 doigts de sauter sur place tellement j'étais heureux. J'ai vu Elisa sortir du hall d'entrée et passer le portail. Je la regardais s'éloigner, le sourire aux lèvres. Encore que j'ai entendu des bruits de pneus qui dérapent. Une voiture a déboulé à l'angle, a tenté d'esquiver Elisa, mais l'arrière de la voiture l'a fauchée à pleine vitesse. Le temps s'est comme suspendu. La voiture l'a projetée contre le mur qui bordait le trottoir, puis elle a continué sa course folle. Mon cœur s'est emballé et j'ai dû m'accrocher à la rambarde pour ne pas tomber. C'est à peine si j'ai entendu les sirènes. J'étais tout absorbé par le corps inerte d'Elisa et la généreuse trace de sang qui maculait le mur. Une voiture de police est passée peu après. Elle ne s'est pas arrêtée. Une grande inspiration a soulevé mon torse, comme si je venais de sortir de l'eau après 5 minutes d'apnée. Je suis rentré pour me précipiter dans la cage d'escalier, mais j'avais les jambes si fébriles que je suis tombé. Heureusement, je me suis un peu retenu à la rampe d'escalier. J'ai fait fi de la douleur et je suis sorti de l'immeuble. Je n'ai même pas pensé à regarder sur ma droite avant de traverser. Elisa était allongée à même le trottoir, de dos. Je n'osais pas la toucher. J'ai pris mon portable et j'ai composé comme j'ai pu le numéro des pompiers. « Un accident, rue Theodore Roosevelt !» ai-je dit dès que l'opérateur a répondu. J'ai donné quelques détails de plus, puis j'ai raccroché. J'ai contourné Elisa. Elle avait les yeux grands ouverts. J'aurais voulu prendre son pouls, mais au lieu de ça, je me suis adossé contre le mur en me tirant les cheveux. J'essayais de comprendre ce qui avait merdé. Les sirènes des pompiers se sont fait entendre. « Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ?» me répétais-je, incapable de me ressaisir. J'étais sous le choc. Moi qui pensais dominer mon pouvoir. Moi qui pensais dominer le temps. Je me suis mis accroupi près d'Elisa. Elle ne bougeait plus. Elle était morte. J'ai poussé un cri, les yeux pleins de larmes et de rage, comme un cri adressé au grand horloger. Après quoi, les pompiers ont fait ce qu'ils avaient à faire. Quand ils ont pris ma déclaration et emmené Elisa à la morgue, je suis resté seul. J'allais remonter chez moi, abattu, résigné, quand une légère secousse m'a arrêté dans mon élan. J'ai regardé sur ma droite, la place de parking 118, éclairée par un vieux lampadaire. Une forme de colère et de force m'a entraîné vers lui. Je suis allé me poster au milieu de la place de parking. Les bourdonnements se sont fait plus manifestes et j'ai sauté dans l'espace-temps. Cette fois, je suis remonté un peu plus loin dans le temps, le jour où je récupérais l'appartement de grand-père. Mais je me suis bien gardé de poster l'annonce de mise en location. Pas d'annonce, pas d'Elisa Necker, pas d'Henri Thénault, pas de mésaventures et de tourments en tout genre. Mais j'appréhendais.
J'étais anxieux à l'idée qu'il puisse leur arriver quelque chose. Alors j'ai cherché à me renseigner sur eux, sur leur nouvelle vie. J'apprenais qu'Henri menait une vie tranquille d'employé de bureau et qu'il avait loué un appartement et une place de parking non loin. Jamais je n'ai ressenti autant de joie pour un autre et la banalité de son quotidien. Quant à Elisa, eh bien elle semblait vivre paisiblement avec sa fille, pas très loin non plus. Quant au garçon de Cro-Magnon, personne ne semblait en avoir entendu parler, ni sur internet, ni à la télé. Il semblait ne jamais avoir existé. Au bout d'une semaine sans incident, je commençais à faire des nuits de plus de 4 heures. Mais je me réveillais toujours en sursaut, des suites d'un cauchemar. Et quand enfin je pensais m'être libéré de cette affreuse malédiction du temps, tout a basculé, à nouveau. J'avais acheté le journal le matin même. En une du journal, la photo floutée d'une nouvelle victime. J'ai froncé les sourcils et je commençais à lire l'édito. Le journaliste n'y allait pas de main morte. Pour lui, la police était incompétente, dépassée, désemparée. Après une course-poursuite infructueuse, disait le journaliste, la police a de nouveau perdu toute trace du suspect numéro 1. Je posais mon journal sur mes genoux. La voiture noire, pensais-je. J'ai repris ma lecture à toute vitesse pour connaître le nom de la nouvelle victime. Et là, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Elisa Necker, une femme de 32 ans, a été retrouvée dans les marécages de... J'ai arrêté de lire. J'ai essayé de me retenir, mais j'ai couru aux toilettes pour vomir tout ce que j'avais. Là, la tête dans la cuvette et les yeux rouges, j'ai compris que le temps gardait une empreinte, que la mort d'Henri Thénault, lors de notre voyage préhistorique, ne pouvait pas être tout simplement et tout bonnement effacée du cours des événements. Qu'il était possible de le sauver en échange d'une autre vie. Le temps exigeait une vie. Je suis donc allé lire le journal de grand-père en quête de réponse. Les pages étaient de nouveau remplies. Je me suis concentré sur les dernières pages, et notamment ce passage. Un jour, ma femme s'est absentée sans même me dire où elle allait. Je l'ai appelée, je suis tombé sur son répondeur. Je suis même allé jusqu'à la rue commerçante. Je passais devant chaque boutique, et je regardais à l'intérieur. J'allais prévenir la police en fin de journée quand elle est revenue. « Mais oui, t'es-tu passé, bon sang ?» que je lui ai dit. « Je me suis fait du mauvais sang !»« Qu'est-ce qu'il y a ? T'es toute blême. » Elle ne m'a pas répondu tout de suite. Et j'ai pas insisté tant elle paraissait au fond du trou. « Je viens du passé », m'a-t-elle dit. Il y a eu un silence. Après quoi, elle a commencé à parler de voyage dans le temps. Je voulus l'arrêter dans ses divagations, mais elle était si possédée et si sérieuse que je n'en ai pas eu la force. Ce jour-là, elle m'a parlé de ses parents, morts pendant la guerre. Elle m'a dit aussi, tenez-vous bien, qu'elle avait essayé de les sauver, qu'elle avait fait un bond dans le passé. J'ai essayé de me concentrer, mais quand vous êtes incrédule, ce n'est pas facile. Elle m'a dit qu'à l'époque, elle avait 19 ans et qu'elle entrait à l'université. Mais qu'en revenant dans le passé, son moi du futur, la trentenaire, avait pris sa place, causant ainsi la disparition de la jeune étudiante de 19 ans. Je relevai la tête à la lecture de ce passage et repensai à l'extrait de journal trouvé dans l'université. La photo de ma grand-mère disparue. J'ai repris ma lecture avec avidité. Ma femme m'a alors dit que cette disparition avait causé un grand chagrin à ses parents et que malgré tous ses efforts pour les sauver de la guerre, elle n'avait réussi qu'à chambouler un peu le cours du temps, mais jamais son issue. À chaque fois, les parents mouraient. Et en temps de guerre, ce n'est pas les occasions qui manquent. « J'ai tout essayé », a-t-elle dit en pleurs. « J'ai tout essayé. » J'ai fait de mon mieux pour la consoler, même si je vous avoue qu'elle me faisait peur et que l'asile m'a effleuré l'esprit. Elle a fini par reprendre son calme et m'a dit que les années qu'elle avait passées là-bas n'avaient duré que quelques heures ici. Les heures que j'avais passées à la chercher en vain. « La prochaine fois que tu pars en balade dans le passé, préviens. » que j'ai conclu en m'efforçant de sourire. Elle a rigolé un peu et a essuyé ses larmes. Moi, j'ai baisé son front, mais c'était surtout un prétexte pour apposer ma main et prendre sa température. Elle n'avait pas de fièvre, et ce n'est que plus tard qu'elle m'a montré le passage temporel et que mon incrédulité a volé en éclats. Je suis resté sur le bord du lit, le journal entre les mains, le regard vide. En un sens, j'étais content de savoir que ma grand-mère avait vécu les mêmes tourments. Mais d'un autre côté, j'ai senti tout le poids de la fatalité sur moi. J'avais appris à voyager dans le temps,
mais le temps exigeait une vie contre celle d'Henri Thénault. À cause de moi, il était mort. Et à cause de moi encore, Elisa était morte. D'abord fauchée par une voiture, puis assassinée froidement. Sans doute par le même homme. Soudain, tout est devenu clair pour moi. J'étais la cause de tous ces malheurs. La vie qu'exigeait le temps n'était autre que la mienne. Je me suis levé pour aller dans le salon. J'ai pris la vieille boîte en bois de la commode et je l'ai posée sur la table du salon. Un vent frais entrait par la baie vitrée qui donnait sur le balcon. Je me suis assis en face de la boîte. Je l'ai ouverte et je suis resté là à contempler le vieux pistolet et son chargeur, enveloppé dans son étoffe. Il y avait aussi des cartouches. Mécaniquement, j'ai mis les balles dans le chargeur et le chargeur dans le pistolet. J'avais envie d'en finir, peut-être me réveiller de ce cauchemar sans fin. Je ne dormais plus depuis des jours, j'étais harassé de vivre. Ma main sur la détente, j'étais fin prêt à tirer. L'horloge a sonné minuit. J'ai sursauté et une bourrasque s'est engouffrée dans le salon. Les pages du journal ont défilé sous l'effet du vent. La photo de couverture était maintenant en double page. J'ai détourné mon regard pour revenir à mes affaires. J'ai rétracté les lèvres, fermé les yeux. Puis j'ai essayé de presser cette maudite détente. Impossible. J'ai rouvert les yeux et j'ai reposé le pistolet. Sur la double page, une interview de l'inspecteur en charge de l'affaire, celui-là même qui m'avait interrogé sur la disparition de Thénault et les ossements de la grotte. J'ai expiré longuement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans mes poumons. Puis j'ai pris une immense inspiration. Même flouté, le corps étendu d'Elisa me donnait la nausée. Au fond de moi, je savais qu'il me faudrait me rendre sur les lieux du crime et prendre le tueur sur le vif. Mais je n'en avais pas le courage. À vrai dire, maintenant qu'Elisa était morte elle aussi, peut-être me fallait-il tuer 2 personnes pour sauver Elisa et Henri Thénault. J'étais confus. Je me suis ressaisi et j'ai décidé de me concentrer sur Elisa et de surveiller le moindre de ses allées et venues toute la semaine qui a précédé son assassinat. Elisa avait été tuée un 25 avril. J'ai pris ma voiture et je suis allé la garer sur le parking 118. Des bourdonnements, un portail qui s'ouvre, et je me retrouvais au 18 avril. Même place de parking, même voiture. Seul le climat semblait avoir changé. On entendait le tonnerre gronder au loin. J'ai démarré et je suis allé sans plus attendre au domicile d'Elisa, une ruelle non loin de là. Sur place, je comprenais pourquoi elle voulait louer mon parking. Pas une seule place de libre à 5 km à la ronde. Merde, pensais-je en cherchant une place. J'ai fait des rondes alentour, mais rien à faire. Soudain, je l'ai vue revenir. En la voyant, j'ai failli piler. Il pleuvait et elle était trempée. Sans doute revenait-elle de son travail. Allez savoir où elle s'était garée. Arrivé à son niveau, j'ai détourné le regard et j'ai continué. Ce n'est que 3 kilomètres plus loin que j'ai vu sa voiture, mal garée, à cheval sur le trottoir. Les architectes de l'époque avaient eu la riche idée de construire des résidences imposantes, sans place de parking. Résultat, trop de foyers et pas assez de parking. Bref, j'ai fini par faire demi-tour, à même la rue, mais j'étais trop loin de chez Elisa. Il me fallait à tout prix une place en face de chez elle. C'est là que j'ai commencé à comprendre que mon plan était bancal. Je me suis donc garé en double file dans sa rue, juste en face de son portail. À travers la grille, j'entrevoyais une cour intérieure qui donnait sur les blocs d'immeubles. En bas de l'immeuble, des jeunes fumaient sur des sofas installés là. J'ai attendu, assis sur le siège passager, les jambes étendues sur le siège conducteur. J'avais pris un coussin et de quoi lire. Je portais des lunettes de soleil et une casquette. Du coin de l'œil, j'observais chaque allée et venue dans la résidence. Mais une voiture garée en double file des jours durant ne passe pas inaperçue. Je m'en suis rendu compte, car une vieille dame me lançait des regards inquisiteurs chaque fois qu'elle revenait de ses courses. J'aurais dû faire teinter les vitres, pensais-je. Mais j'étais surtout préoccupé pour Elisa. Chaque fois qu'elle sortait par le portail, je me réjouissais en un sens. Elle était vivante. Et puis, ça cassait la routine de mes rondes. Alors, je la suivais à bonne distance jusqu'à son véhicule. Elle prenait sa voiture et allait à l'usine textile. À l'entrée du polygone industriel, un garde et une barrière automatique. Il la saluait, puis levait la barrière. Elle allait se garer.
Moi, je me garais un peu plus loin. De là où j'étais, je la voyais. Un jour qu'elle y allait, elle a fermé sa voiture à clé, puis s'est arrêtée et a regardé dans ma direction. Je me suis enfoncé légèrement dans mon siège en rabattant ma casquette. Puis quand j'ai relevé la tête, elle n'était plus là. La première fois que je l'ai suivie jusqu'à son travail, j'ai pensé à m'introduire dans le polygone, histoire d'avoir toujours un œil sur elle. Aller savoir si le tueur n'était pas l'un de ses collègues. Un vieux pervers, ou un jeune, peu importe. Mais avec le garde et les caméras, pas moyen d'entrer sans se faire repérer. Et puis pour tout vous dire, je commençais à fatiguer. Dormir par intermittence sur un siège auto, c'est harassant. Respect à tous les policiers qui font des filatures. Oh mon Dieu, ai-je pensé sur le moment. Le tueur doit être lui aussi à l'affût. Dans sa voiture. Ni une ni deux, je me suis redressé et j'ai commencé à regarder les voitures garées ça et là. Je suis sorti de ma voiture et j'ai observé la longue file de véhicules alentour. « Je peux vous aider ?» m'a alors dit le gardien. J'ai regardé dans sa direction, il fumait près de la grille. Je suis allé jusqu'à lui en évitant les grosses flaques d'eau et j'ai dit « Bonjour, vous auriez pas remarqué quelque chose d'anormal ces jours-ci ?» Il a eu un rire nerveux, puis s'est mis à tousser en crachant ses glaires. « Quelque chose d'anormal ?» a-t-il dit. « Oui, une voiture qui n'a rien à faire là, par exemple. Je suppose que tous ceux qui se garent par ici sont soit des travailleurs, soit des habitants du coin, non ?» Il m'a dévisagé un instant. Je n'avais pas vraiment prêté attention à ses traits, mais maintenant qu'il me regardait, il avait quelque chose de dérangeant dans le regard. « À part vous, rien d'anormal, non ?» J'ai souri, tout en me disant qu'il n'avait pas tort. Les mains sur les hanches, je l'ai remercié, puis je suis allé faire un tour dans la rue. Toutes les voitures étaient inoccupées. J'ai continué un peu, puis je suis revenu à ma voiture. J'ai salué le gardien d'une main, histoire de dire « Bonjour, je suis tout à fait normal et inoffensif. Je vais dormir un peu dans ma voiture. » J'ai somnolé jusqu'à la nuit venue. Les voitures du parking ont commencé à sortir par groupe. Mais celle d'Elisa était toujours garée. J'ai regardé dans mon rétroviseur. Une voiture au phare éclatant. J'ai plissé les yeux quand elle est passée à mon niveau. Puis j'ai vu que c'était une voiture noire, aux vitres teintées. Elle est allée se garer 50 mètres plus loin. J'ai repensé à la course-poursuite. C'était le même modèle. Et comme si mon cœur ne s'emballait pas déjà assez, j'ai vu Elisa regagner sa voiture. C'était l'une des dernières à partir. Je me suis mis une claque au visage pour me réveiller tout à fait. J'ai pris un calepin pour noter la plaque d'immatriculation. Puis j'ai attendu, les mains sur le volant. Mes doigts tapotaient le volant avec frénésie. Et tandis que je réfléchissais à la marche à suivre, on a toqué à ma fenêtre. J'ai détourné la tête. Un officier de police. « Monsieur, je vais vous demander de sortir du véhicule. » J'ai jeté un regard anxieux autour de moi. La voiture aux vitres teintées venait de redémarrer. Elle s'éloignait lentement. Elisa est sortie du parking, a jeté un regard vers ma voiture et s'est éloignée à son tour. J'ai commencé à balbutier. J'avais envie de dire au policier qu'il fallait suivre cette voiture noire, mais je n'ai fait qu'accentuer la suspicion qu'il avait pour moi. Je suis sorti du véhicule. Le gardien regardait la scène, les mains posées sur le grillage. Quel enculé, pensais-je. Il a dû prévenir les flics. Étant donné les circonstances, les habitants étaient méfiants et les policiers sur les dents. Je vais vous demander de mettre vos mains dans le dos. C'est une terrible erreur, ai-je fini par dire. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase que le policier m'a plaqué contre la voiture pour me menotter. Son collègue a ouvert la porte arrière du véhicule de police et ils m'ont conduit au commissariat. Après un interrogatoire des plus désagréables et plusieurs heures de garde à vue, ils ont fini par admettre que j'étais coupable de rien. Ils m'ont relâché. Sur le seuil du commissariat, l'un d'eux m'a dit « Un conseil, monsieur Devrero, laissez la police faire son travail. » Je n'ai rien rétorqué, je suis allé à l'usine textile récupérer ma voiture. 48 heures plus tard, le corps d'Elisa Necker était retrouvé inerte et violenté dans l'un des marécages qui bordent le polygone. Bon, d'accord. Suivre Elisa fut une très mauvaise idée. Mais au moins je savais maintenant que le suspect rôdait autour du polygone industriel. Et j'avais sa plaque d'immatriculation. Mais ça n'en restait pas moins un suspect. Autrement dit, je n'avais pas la certitude absolue que c'était le tueur. Il me fallait remonter dans le temps, le prendre sur le vif. Mais l'image d'Elisa dans les marécages m'était insoutenable. Et puis,
Que dire des précédentes victimes? Elles méritaient tout autant mon secours. En imaginant que je prenne le tueur sur le vif, devais-je simplement et tout bonnement le tuer? Pour commencer, l'idée de tuer quelqu'un me terrorisait, quand bien même il s'agirait d'un monstre. Et puis n'oublions pas que le temps garde une empreinte. Si je tue le tueur, alors que la victime est déjà morte, alors je ne pourrai plus la ressusciter, si ce n'est en tuant peut-être quelqu'un d'autre. Il me faudrait donc remonter au tout premier meurtre et tuer le tueur avant même qu'il le commette. Or, je ne pouvais remonter qu'à la première scène de crime recensée par la police. Allez savoir s'il n'y en avait pas eu auparavant. Je commençais sérieusement à avoir le crâne qui grésille, qui chauffe. Imagine en outre, pensais-je, que tu tues le tueur avant qu'il ne tue sa première victime supposée. Bon, d'accord. Tu tueras donc un innocent. Du moins un assassin en puissance. J'étais éclaté de fatigue. J'ai pris quelque chose pour la tête et j'ai dormi 4 heures sur mon sofa. Au réveil, j'ai repris le dilemme. J'ai décidé de remonter jusqu'au premier meurtre recensé. Le corps de la jeune femme, Sarah Bellamy, avait été retrouvé à 30 km de chez moi un 8 août. Même procédé, même mutilation. Selon le médecin légiste, le corps en putréfaction n'en était pas encore à un stade avancé. Il fallait donc que je monte une planque sur les lieux du crime. Et ce plusieurs jours avant le 8 août. Pour avoir une marge, j'ai décidé de revenir au 1er août. Avec de quoi bivouaquer pendant plusieurs jours. J'avais pris des vivres, une caméra nocturne achetée en ligne, et le pistolet de grand-père, au cas où ça tourne mal. Sur place, des marécages à perte de vue. Quelques routes de terre et une forêt, pas très grande, mais suffisamment grande pour s'y cacher. J'ai pris soin de cacher ma voiture à la lisière de cette forêt. Un journaliste d'investigation avait révélé l'emplacement exact où le tueur avait abandonné le corps de Sarah. Des informations que j'ai pu récolter sur Internet, il y avait cette vue satellitaire de la scène du crime. J'avais donc l'emplacement exact où le tueur avait abandonné le corps de Sarah. Et j'avais le temps d'étudier la topographie. Mon poste d'observation était à 500 mètres du lieu du crime. Ma voiture à 700 mètres. La route de terre que devait emprunter le tueur rejoignait la départementale 3 km 4 plus loin. Quant à la route où j'avais garé ma voiture, elle rejoignait la départementale en 1 km 6. L'idée, c'était de prendre le tueur sur le vif, vérifier la plaque d'immatriculation, puis le suivre jusqu'à son domicile ou son repère. Mais si j'avais appris une chose de mes voyages dans le temps, c'est que rien ne sort comme prévu. La nuit du 4 août. J'étais là, allongé sur le ventre, dans l'herbe haute. Les moustiques tournoyaient autour de moi sans pouvoir me piquer, en raison de la combinaison que je portais et de mes chaussures épaisses. J'avais même pensé aux gants. Mes lunettes nocturnes avaient coûté, sans mauvais jeu de mots, vu le contexte, les yeux de la tête. Mais je ne regrettais évidemment pas mon investissement. Je voyais comme en plein jour. Et le zoom était si puissant que j'arrivais à voir les insectes voltiger au-dessus des roseaux, 500 mètres plus loin. Une lumière a fendu l'obscurité. Elle oscillait au fur et à mesure des bosses. La voiture était encore trop loin, j'ai attendu patiemment. Le véhicule était maintenant assez proche, mais le terrain accidenté m'empêchait de lire la plaque. Elle a fini par se garer, et j'ai senti mon cœur bondir. Nul doute, c'était la voiture aux vitres teintées, immatriculation JV 1898SK. Il a regardé autour de lui, puis a examiné le terrain illuminé par ses phares. J'ai ajusté mon zoom pour mieux apprécier son visage. Il n'était pas très grand, portant la barbe et la moustache, des lunettes disgracieuses, quelques cheveux rabattus sur le côté. Un peu gros mais assez fort. Il est allé ouvrir son coffre et je l'ai perdu de vue pendant plusieurs secondes. Il est réapparu, le corps de Sarah entre les bras. Soudain, elle a bougé. Elle semblait se débattre. Je me suis redressé. Faut que j'intervienne, pensais-je. Mais à peine ai-je eu le temps de me décider qu'il l'a jetée au sol et s'est mis sur elle. J'ai essayé de me calmer pour suivre la scène. Elle ne bougeait plus. Il a remis à sa ceinture ce qui semblait être un couteau. J'ai dû détourner le regard pour me ressaisir. La rage me gagnait. J'avais envie de me jeter sur lui. De l'envoyer aux enfers, séance tenante. Mais c'était peut-être trop tard. Si Sarah était décédée, il me fallait remettre ça à plus tard. Je ne pouvais pas courir le risque d'éliminer le monstre et par la même occasion Sarah. Tout ce que j'espérais, c'est qu'elle ne garderait pas de traces de cette ignoble rencontre dans sa vie ultérieure. Je me suis mis à plat ventre et j'ai observé.
J'avais tant de mal à garder mon sang-froid que je devais faire des exercices de respiration. Il a abandonné le corps au bord de l'eau, puis il s'est redressé pour regarder alentour. Il a semblé hésiter. Puis il a fermé son coffre et il est remonté dans la voiture. Je suis allé au plus vite à ma voiture. De temps à autre, je me retournais. Sa voiture s'éloignait par la route de terre, comme prévu. Il semblait rouler à une allure modérée. J'ai rejoint ma voiture. Sous le siège, j'avais mis le revolver chargé. Je pensais déjà m'en servir. Mais j'essayais de chasser mon idée. Je roulais les phares éteints grâce à mes lunettes de vision nocturne. En voyant la départementale, j'ai été tenté d'accélérer, mais j'ai continué à une allure modérée. À 200 mètres de l'intersection, je me suis garé sur le côté et je l'ai attendu les phares éteints. Je serrais fort le volant. Les gouttes de sueur s'accumulaient dans l'angle formé par mes lunettes et mon front. Les minutes me semblaient interminables. J'ai même pensé l'avoir manqué. Mais un faisceau lumineux a jailli. Il a marqué le stop. Je me suis soudain dit que la route était à double sens. Autrement dit, qu'il allait peut-être passer à mon niveau. Il s'est engagé sur la route principale, mais heureusement pour moi, dans le sens opposé. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement, puis j'ai redémarré. Je le suivais à bonne distance. Je regardais le niveau d'essence avec appréhension. Il me restait un quart de plein. Selon mon GPS, que des petits bourgs alentours. J'étais déjà à 82 km de chez moi. À chaque fois que je croisais une voiture, je priais pour que ce ne soit pas une voiture de police. Auquel cas, ils auraient lancé les sirènes et les gyrophares et c'en serait fini de ma filature. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites à conduire sans phare avec des lunettes de vision nocturne? Mais à cette heure avancée de la nuit, il n'y avait personne. Puis il a pris l'autoroute. J'ai dû rallumer mes phares et reposer mes lunettes sur le siège passager. J'étais sur les nerfs, d'autant qu'il s'est mis à rouler fort vite et que j'ai manqué par 2 fois de le perdre de vue. Il a quitté la bretelle d'autoroute 15 km plus loin. On a roulé ainsi une demi-heure de plus. Mais vint un moment où nous n'étions plus que 3 sur la route. J'ai remis mes lunettes et j'ai éteint mes phares à l'intersection suivante. Je ne sais pas si ça a marché. Toujours est-il que le conducteur devant moi a quitté la route et que j'ai vu la voiture du tueur au loin. J'ai accéléré un peu en le voyant disparaître à la faveur d'un virage. Mais une fois dans le virage, nulle trace du tueur présumé. Je suis allé me garer sur le bas-côté un peu plus loin. J'ai ouvert ma portière lentement et je l'ai rabattue sans toutefois la fermer. La route était déserte. Sur ma droite, un bois et sur ma gauche, un immense talus. J'ai progressé le long de la route, j'avais dû manquer une intersection. J'ai marché peut-être 2 km avant de trouver un chemin de terre qui partait sur ma gauche. J'ai ajusté mon zoom, mais je ne voyais qu'un chemin de terre disparaître derrière la petite colline. J'ai continué à pied, tout en regardant derrière moi et sur les côtés. Je craignais une embuscade. J'étais peut-être parano. Par-delà la petite colline, le chemin de terre qui descend et se prolonge assez loin. J'ai continué ma marche nocturne. Tous les 100 mètres, je réajustais mon zoom. Et puis j'ai vu une autre route de terre partir sur la gauche. Je suis allé jusqu'à l'intersection et j'ai réajusté mes jumelles nocturnes. Au bout de l'allée, une maison. Je regarde sur ma droite, le chemin de terre se perd au loin. J'hésite. Finalement, j'ai remonté la petite allée de terre. J'ai zoomé davantage pour vérifier qu'il n'y avait pas de caméra sur le portail. Et je me suis approché un peu plus. J'ai attendu sans savoir quoi faire. Nulle trace de la voiture. Je devinais un garage à travers le portail, mais la porte du garage était fermée. Les fenêtres du premier étage étaient éclairées. J'ai vu passer une silhouette. J'ai attendu, les jumelles braquées sur la fenêtre, jusqu'à ce qu'un homme apparaisse. Un vieux monsieur. Et merde, ai-je pensé. C'est pas lui. C'était reparti. Je suis revenu à l'intersection et j'ai repris ma marche nocturne. 500 mètres plus loin, une autre intersection qui partait sur la droite cette fois. J'ai remonté l'allée, même déception. La voiture garée là n'était pas celle que je cherchais. J'ai continué comme ça 2 heures de plus, et ça a fini par payer. L'allée ressemblait à toutes les autres. Avec mes lunettes de vision nocturne, je voyais que le portail était équipé de caméras cette fois, braqué vers le sol. 100 mètres plus en amont, je suis sorti du chemin. Le bois n'était pas très dense. J'ai fait un petit détour. Il y avait un mur d'enceinte, beaucoup trop élevé. J'ai pensé à l'escalader, mais impossible. Alors je suis revenu sur mes pas et je me suis fait une planque dans les bois. De là où j'étais, j'avais vu sur le portail. J'ai attendu jusqu'au petit matin. Mais pas de mouvement. J'avais soif, j'avais faim, j'avais sommeil,
Il y avait d'autres maisons à inspecter, mais il fallait que je dorme. Le lendemain, le portail s'est ouvert. J'ai sursauté et j'ai remis mes lunettes en place. Il faisait presque nuit. J'avais passé ma journée à dormir. À plat ventre, dans les dernières lueurs du jour, j'ai vu surgir la voiture. Immatriculée JV 1898 SK. Je savais où il vivait. J'étais de nouveau sur le parking 118. J'avais maintenant une bonne maîtrise de mes projections temporelles. Encore que j'ai atterri à 100 km trop loin. Je sentais mon pouvoir se dissiper avec la fatigue. Je ne ressentais plus les vibrations de la montagne bleue qui m'avait permis de m'échapper de ma cellule sans le parking 118. Mais maintenant, sans le parking 118, impossible de refaire un saut temporel. Dans mon coffre, j'avais pris une corde à grappin, une cagoule, un bonnet sur lequel j'avais pratiqué 3 trous, des vivres, mes lunettes de vision nocturne, le pistolet de grand-père et un couteau de chasse trouvé à la cave. En bas, à la cave, il y avait aussi une petite hache. J'ai hésité à la prendre, mais je n'ai pas pu. La simple idée de tuer cet homme me donnait des sueurs froides. Et pourtant, sans antécédent ni préparation d'aucune sorte, j'allais devoir le tuer sans flancher. J'essayais de chasser l'idée de ma tête en pensant à tout ce qui venait avant, à savoir entrer dans son domicile. J'ai tourné la clé de contact, j'avais fait le plein la veille. La vue satellitaire des lieux que j'avais pu trouver laissait penser à un grand domaine, peut-être même à un château. Sur la route, ma main droite a commencé à trembler. C'est devenu si handicapant que je ne conduisais que d'une main. Je crois que c'était la tension et la rage qui montaient en moi, envers le tueur et aussi envers moi-même, envers mon parking, la place 118, et ce fardeau hérité de grand-mère. Je me suis garé sur un chemin de terre assez loin du domaine et j'ai coupé à travers bois. Arrivé au pied de l'enceinte, qui s'apparentait à des remparts, j'ai lancé ma corde à grappin et j'ai escaladé le mur. À califourchon en haut du mur, à 4 bons mètres du sol, j'ai pu admirer la pente agrémentée d'arbres et en contrebas, un petit lac éclairé par la lune presque entière dans un ciel dégagé. Je devinais une allée, un jardin à l'anglaise et un manoir. Que dis-je ? C'était un château imposant, invisible quand on est de l'autre côté de l'enceinte. J'en avais eu un avant-goût avec la vue satellitaire, mais là, sur place, c'était pas la même chose. J'ai décroché le grappin pour le replacer aussitôt et entreprendre ma descente en rappel. J'espérais ensuite trouver sa chambre dans le dédale de pièces et le surprendre dans son sommeil. J'ai progressé le dos légèrement courbé dans l'obscurité. Ma cagoule commençait à me démanger. Caché derrière un grand sapin, j'ai zoomé sur le château. Pas une lumière, ni au rez-de-chaussée, ni à l'étage. Dehors, une grande porte d'entrée, du gravier, une grande terrasse, un escalier qui permet d'accéder au jardin, puis au parc. Il faisait chaud. Ma cagoule était pleine de sueur déjà. De là où j'étais, je ne voyais aucune fenêtre d'ouverte. Si l'une d'elles donne sur une chambre, pensais-je, et que quelqu'un y dort, par une telle chaleur, elle aurait dû être ouverte, à moins qu'il ait la clim. J'ai cessé de mal raisonner pour inspecter le reste. Je suis allé jusqu'à un autre arbre, 50 mètres plus loin. J'ai ajusté mes jumelles nocturnes. Même constat. Aucune fenêtre d'ouverte. J'ai continué mon tour d'inspection. Sur l'autre façade, une fenêtre entr'ouverte. J'allais m'y rendre, mais il y en avait une autre, un peu plus loin, ouverte aussi, en grand. 2 personnes, pensais-je. Ou peut-être que c'est juste pour créer un courant d'air. Soudain, l'arrosage automatique s'est déclenché. Des jets sont sortis de terre, ça et là. J'ai descendu la pente aussi vite que j'ai pu. J'ai glissé par 2 fois sur l'herbe mouillée, heureusement sans conséquence. Blotti contre la rampe d'escalier tout en bas, j'ai vérifié que mes étuis étaient toujours bien accrochés à la ceinture. Celui de gauche avec le couteau de chasse, celui de droite avec le pistolet. Puis j'ai monté les marches du grand escalier. En haut des marches, problème, le gravier. J'ai posé un pied délicatement, puis tout mon poids. Les petits cailloux grinçaient légèrement, mais pas assez pour perturber le silence de la nuit. J'ai avancé jusqu'à la terrasse en pierre, et j'ai rejoint la grande porte close en bois massif. J'ai longé le mur jusqu'à la première fenêtre, puis j'ai passé une tête. Un homme dormait sur le dos, légèrement surélevé, et y regarder de plus près, c'était un vieil homme branché à une machine. Elle faisait pas mal de bruit. J'ai réfléchi un instant. Un grand-père. Ce n'était pas prévu. J'ai longé le mur dans le sens inverse, je suis repassé devant la porte d'entrée, en bois massif, et j'ai rejoint l'autre fenêtre, tout au bout de la façade. J'ai passé une tête dans l'embrasure, et j'ai deviné un homme couché sur le côté. Il était de dos. Impossible de dire si c'était mon homme.
Je me suis blotti contre le mur pour calmer ma respiration. En face, j'avais un autre jardin et la lune dans le ciel étoilé. Dans un autre contexte, je me serais arrêté à penser l'immensité de l'univers et la place qu'y tiennent les humains. Mais j'ai vite chassé cette idée et je me suis remis debout. J'ai poussé très lentement la fenêtre vers l'intérieur, millimètre par millimètre. Je sentais mon cœur frapper fort contre ma poitrine. Ma cagoule était trempée de sueur. Quand la fenêtre fut totalement ouverte, j'ai passé une première jambe. L'homme ronflait, assez fort, ce qui me donnait confiance. J'ai passé l'autre jambe et j'ai fait un pas de côté pour me remettre dans la pénombre. Je sentais le rideau épais dans mon dos. Au sol, des tapisseries et de la pierre de taille. J'ai sorti le couteau de son étui et j'ai contourné le lit à pas feutrés. Soudain, l'homme s'est retourné pour se mettre sur le dos. Je suis resté transi jusqu'à ce qu'il ronfle à nouveau. J'ai avancé vers le pied du lit accroupi. Arrivé au pied du lit, j'ai passé une tête pour mieux observer l'homme. C'était bien lui, le tueur. Ainsi endormi, il paraissait innocent, inoffensif du moins. J'allais me jeter sur lui quand une voix s'est élevée dans la nuit. « Charles, il faut que je fasse pipi !» Ni une ni deux, je me suis blotti contre le pied du lit, accroupi. Le matelas a remué en grinçant. J'ai entendu l'homme expulser un soupir d'agacement et se lever. Il est allé jusqu'à la porte grande ouverte et il a allumé le couloir. Un faisceau de lumière généreux est venu éclairer la pièce, le pied du lit et un pauvre voyageur de l'espace-temps. Je me suis ressaisi. J'ai remonté mes lunettes de vision nocturne et j'ai pris le pistolet de l'autre main. Je les entendais discuter au bout du couloir. « Je suis désolé, Charles, disait le vieux. mes mictions finiront par me tuer. » J'ai attendu jusqu'à ce que les voix s'éloignent. J'ai passé une tête dans le couloir et je n'ai vu personne. J'ai hésité à attendre dans la chambre. Mais j'ai avancé dans le couloir. Il y avait des meubles rococo, des peintures au mur. De la lumière jaillissait d'une pièce sur ma gauche. J'ai regardé furtivement. Un grand salon éclairé par un lustre imposant. Il y avait une cheminée, une table en bois immensément longue et des épées sur le mur d'en face. Il y avait aussi 2 portes de part et d'autre de la pièce. Celle de gauche était illuminée. Je me suis avancé jusqu'au centre du salon. L'homme est apparu dans l'embrasure de la porte. Il s'est arrêté net en me voyant. J'ai pointé mon pistolet sur lui. J'avais la main qui tremblait. On est resté comme ça quelques secondes. Il n'a rien dit, moi non plus. « Charles, c'est bon, j'ai fini. Charles ?» Il n'a pas répondu. J'ai repensé à Elisa et j'ai pressé la détente. Le coup n'est pas parti. J'ai pressé à nouveau, mais l'arme était enrayée. Il s'est lancé vers le mur aux épées pour en décrocher une. Je n'ai pas eu le temps de lui couper la route qu'il tenait déjà un sabre à 2 mains. Entre lui et moi, l'immense table en bois massif. « Charles, tu m'entends? Viens m'aider !» J'ai essayé de tirer, en vain. Cette fois, il est monté sur la table, d'un bond. J'ai reculé, prêt à fuir pour ma vie, mais j'ai rangé mon pistolet à la va-vite tout en pointant le couteau de chasse vers lui. Il a sauté vers moi, le sabre en l'air. J'ai esquivé le coup et le sabre est venu buter contre la pierre en faisant des étincelles. J'ai pris mes distances et je me suis mis derrière un gros fauteuil près de la cheminée. Le vieux continuait d'appeler Charles. Il a avancé lentement vers moi. Son sabre avait une portée et un avantage certain. J'ai reculé et puis j'ai entendu le vieux derrière moi. J'ai regardé du coin de l'œil, il avançait à grand-peine sur sa chaise roulante. Je suis allé me réfugier derrière le vieux et j'ai posé ma lame contre sa gorge. « Pose le sabre !» lui ai-je dit. Il me dévisageait intensément. Je n'aurais su dire qui de lui ou de moi avait le plus envie d'en découdre. « Pose le sabre à terre ou je le tue !» J'ai appuyé la lame contre la gorge du pauvre homme, suffisamment pour l'entailler et faire couler le sang. Le tueur a posé son sabre à terre lentement. « Envoie le sabre vers moi, d'un coup de pied !» que je lui ai dit. Il a obéi. J'allais dire à Charles d'aller s'asseoir, quand le vieux m'a envoyé un violent coup de poing dans les côtes. Le tueur en a profité pour s'élancer vers le sabre. Je me suis jeté sur lui et j'ai planté le couteau dans son dos sans y réfléchir, tandis qu'il se baissait pour saisir le sabre. Il a essayé de me mettre un coup de sabre, mais le coup que je venais de lui porter l'empêchait d'agir avec dextérité. Je l'ai fait basculer sur le côté et j'ai commencé à le marteler de coups. Je poussais des cris tout en frappant. Je repensais à ces femmes assassinées. Ça me donnait de la force, mais j'étais hors de moi. Puis un sursaut d'âme m'a freiné dans mon élan. L'homme était mort, et j'étais horrifié. Je me suis retourné vers le grand-père. Il s'était mis debout et il essayait de décrocher une épée au mur. J'ai voulu réagir, mais il était de toute évidence trop faible pour y parvenir. Je me suis remis debout.
Je tremblais, je suffoquais sous ma cagoule. J'aurais voulu dire au vieux combien son fils était une ordure, histoire de justifier mon assassinat. Mais j'ai regagné le couloir. En chemin, j'ai retiré ma cagoule et mes lunettes de vision nocturne. Ma cagoule était trempée, j'avais le visage qui piquait. J'ai remis mes lunettes de vision nocturne et je suis repassé par la fenêtre de la chambre. J'avais les tempes prêtes à exploser et les muscles si endoloris que j'ai peiné à franchir l'enceinte par la corde à grappin. Mais j'ai fini par disparaître dans les bois. J'étais garé sur le parking 118, une fois de plus. Mais j'étais si fatigué que j'ai décidé de dormir un peu. Je me suis réveillé en sursaut, j'ai ouvert le portail temporel, et je suis passé en voiture chez Henri pour m'assurer qu'il aille bien. J'ai attendu. Ce fut une joie immense de le voir sortir de chez lui. Le soir même, je suis allé chez Elisa. Je l'ai vu revenir du travail. Ils ne savent pas ce que j'ai fait pour eux. Mais ça n'a pas d'importance. Ils vont bien. Si ma grand-mère n'avait pas réussi à sauver ses parents, c'est qu'elle n'avait pas sacrifié des vies en échange. Peut-être lui manquait-il le courage ou tout simplement l'information. Comment lui en vouloir, moi qui avais à peine pu tuer un monstre? Ceci étant dit, il faut que je l'en informe. Ma grand-mère pourra bien trouver 2 nazis en échange de ses parents, mais ça, c'est une autre histoire. Vers 21h, j'étais de retour chez grand-père. Toute la pression était retombée. Je suis remonté à l'appartement et je me suis assis dans le sofa. J'ai allumé l'ordinateur pour voir les infos. Mais j'étais au bout de mes forces. Je me suis allongé. Et je ne me suis réveillé que quand on a toqué à la porte. Je me suis mis sur mon séant. L'ordinateur était toujours allumé. J'ai été tenté de regarder les infos, mais on a frappé avec insistance. Je suis allé voir dans le judas optique de la porte. C'était l'inspecteur qui m'avait interrogé autrefois. J'ai ouvert avec appréhension. « Monsieur Devrero, a-t-il dit, je vous arrête pour le meurtre de Charles Vacher. » Il a ajouté quels étaient mes droits, mais je n'écoutais plus. Je n'avais Dieu que pour l'iPad que son collègue me montrait. Sur l'écran, les images d'une caméra de surveillance installée dans un angle. On pouvait me voir ôter ma cagoule, respirer adossé contre le mur, puis remonter le couloir du château tout en laissant des traces de boue derrière moi. Des policiers sont entrés pour fouiller l'appartement et mettre la main sur l'arme du crime. Pas bien compliqué puisque j'avais laissé ma ceinture et les 2 étuis sur la table du salon. L'inspecteur a pris mon bras pour me passer les menottes. Je me suis laissé faire. Après tout, j'avais tué un homme. Et quand bien même Charles Vacher était un tueur en puissance, ça n'en restait pas moins un homme. L'inspecteur m'a pris par le bras pour me conduire au dehors. J'ai suivi docilement. Dehors, les voitures de police, et juste là, ma voiture, garée sur la place de parking 118. La police était en train de l'inspecter au peigne fin. Je pouvais sentir la force d'attraction du parking. L'inspecteur m'a dit de baisser la tête pour entrer à l'arrière de son véhicule. Oh, j'allais être jugé comme un assassin et emprisonné pour ça. Je m'imaginais tenter d'expliquer au juge mes aventures, avant d'être envoyé à l'asile, depuis lequel je vous écrirai ces lignes. En un sens, j'acceptais d'être jugé pour le meurtre de Charles Vacher, dont je revoyais le corps poignardé. Mais tout ça n'avait aucun sens. À quoi bon avoir le don de voyager dans le temps si c'est pour finir ainsi? Pas après tout ce que j'ai enduré. Alors, dans un dernier effort, j'ai bousculé l'inspecteur et j'ai couru jusqu'à ma voiture. « Devrero, plus un geste !» a crié l'inspecteur. « Arrêtez-vous, je tire !» Mais j'étais dans un état second. Les bourdonnements ont monté crescendo et la voiture a commencé à trembler. Les policiers qui l'inspectaient se sont écartés, d'abord doucement, puis de 3 bons mètres supplémentaires à mesure que la lumière bleue jaillissait du sol. « Devrero !» a crié l'inspecteur. La lumière bleutée est devenue blanche et aveuglante. Je suis entré côté conducteur. J'ai entendu un tir lointain dans les bourdonnements assourdissants, puis j'ai fui à travers le portail temporel.